Bonjour, eh bien écoutez, cette fois-ci, nous allons vous parler de vos animaux préférés, les animaux de compagnie. C'est un problème, quelquefois, dans les habitats collectifs, et même d'ailleurs dans les maisons individuelles. Ça peut créer de la nuisance, même si ça a un côté sympathique, et on va en parler avec Madame Meslem, non pas spécialiste des animaux, mais spécialiste du droit. Oui, mais je possède aussi des animaux. Ah, aussi. Bien sûr. Alors, d'abord, dites-nous ce que c'est juridiquement un animal de compagnie. Alors un animal de compagnie, ce n'est pas une personne, c'est un bien, au même titre qu'une chaise, qu'une table, c'est un bien meuble qui peut être vendu, etc. Mais la loi est venue apporter beaucoup de restrictions parce qu'on a fini par comprendre qu'un animal de compagnie était aussi de compagnie ou un animal de cheptel, était aussi un être vivant, doué de sensibilité. Voilà. Donc, ce que aucun maître de chien ou de chat ne peut ignorer. Et donc, dans l'habitat collectif, mais aussi individuel, je le répète, quels sont les droits des gens qui habitent ou en maison individuelle ou en habitat collectif? Quels sont leurs droits concernant les animaux de compagnie? D'accord. Autrement dit, est-ce que mon bailleur peut m'interdire d'avoir un animal de compagnie? Par exemple. Alors à cette question, si on répond par rapport à ce qui se passe au Québec, par exemple, au Québec, un bailleur et même un règlement de copropriété peut interdire la détention d'un animal. Pas en France. En France, non. En France, on a même le mouvement inverse, à savoir qu'on a une loi de 1970 qui dit expressément que le bailleur ne peut pas interdire à son locataire de détenir dans le logement un animal de compagnie. À la condition que ce soit un logement d'habitation, bien sûr, et non pas un logement de location saisonnière tel qu'une maison de vacances ou un appartement de vacances. Là, le bailleur peut vous interdire pendant un mois, le mois que vous passez dans son logement, eh bien, il peut interdire les animaux. Voilà. Mais dans un bail d'habitation, la loi interdit au bailleur d'interdire la détention d'un animal de compagnie. Il y a quand même une limite. Le bailleur peut interdire dans le bail, à la condition que ça figure dans le bail, il peut expressément interdire la détention de certains animaux qui sont les chiens d'attaque, qu'on connaît comme étant des chiens classés en catégorie 1, on les appelle des molossoïdes, et ce sont des chiens qui sont classés dans la catégorie des animaux dangereux. Et effectivement, il y a eu un certain nombre de faits divers malheureux avec des chiens qui avaient causé des morsures mortelles à des enfants ou d'autres chiens. Qu'est-ce qu'on appelle juridiquement un animal de compagnie? Parce que je vais prendre un exemple tout bête. Imaginons que je revienne d'Afrique, je ramène un petit lionceau, c'est mignon un petit lionceau. Oui. Bon, c'est moins mignon quand ça agrandit. Quels sont les droits des locataires dans ces cas-là? Alors vous faites bien de poser cette question parce que la loi de 1970, lorsqu'elle parle d'animaux de compagnie, le législateur a eu à l'esprit les chiens, les chats, les poissons d'aquarium, les oiseaux, des canaris, etc. Mais il n'a pas pensé effectivement à ce genre d'animaux sauvages. Et il se trouve que dans matière d'animaux de compagnie, il y a des modes, comme en tout domaine, et s'est développée une mode qui nous vient des États-Unis, qu'on appelle la détention de NAC, N-A-C, c'est-à-dire nouveaux animaux de compagnie. Il y a des personnes qui vont élever dans leur appartement des pitons, des boa constrictors, des migales, parfois des rats, encore que les rats, on n'a pas besoin de les inviter pour qu'ils viennent nous tenir compagnie, quelquefois. Bref, on se retrouve dans certains logements avec des animaux que la loi n'a pas envisagés. Alors, est-ce que le locataire peut élever ce type d'animaux? Alors là, tout dépendra en fait du type d'animal, tout dépendra de l'usage qui en est fait, tout dépendra s'il y a des nuisances qui sont causées aux voisins ou s'il y a une situation de danger. Par exemple, le lionceau que vous rapportez d'Afrique. Vous dites tout dépendra, mais qui décide de ce tout dépendra? Eh bien, c'est au cas par cas. Ça peut être le juge, ça peut être les services de la ville. C'est le pouvoir d'intervention du juge, oui, d'interprétation. Bien sûr. Ni la loi ni le bail ne peuvent fixer le type d'animal que vous avez le droit de posséder. On parle d'animal de compagnie. Oui. Si vous vous sentez bien dans la compagnie d'un python royal, pourquoi pas. Mais si vous en avez un certain nombre chez vous, il y a des limites. Par exemple, le locataire ne pourra pas mener
une activité d'élevage de chiens, même de chiens autorisés. Dès lors qu'il a le droit d'avoir un chien, il a le droit d'en avoir peut-être plusieurs, mais faire une activité d'élevage de chiens dans l'appartement ou même dans les caves, comme ça s'est fait à un moment s'agissant des pitbulls, ça peut être un motif de résiliation. Vous dites il faut des limites, très bien, mais actuellement il n'y en a pas dans la loi. Alors on peut avoir, je ne sais pas moi, combien de chiens chez soi, combien de chats, enfin, voyez-vous. D'accord, je vois. Ce dont vous parlez, en fait, porte un nom. On a des cas de figure comme ça de personnes âgées, souvent des femmes, et qui vont recueillir tout un tas de chats errants ou de chiens abandonnés, et qui vont transformer leur appartement en véritable refuge pour animaux errants. Ça s'appelle le syndrome de Noé. Comme Noé qui a fait monter dans l'arche. De Noé, voilà, exactement. Et il faut savoir que ce syndrome de Noé s'accompagne souvent d'un autre syndrome qui s'appelle le syndrome de Diogène, qui est l'incurie et le fait de ne pas se défaire de ces ordures, de vivre avec ces ordures accumulées. Ce qui fait que les personnes qui sont affectées de ce trouble et qui se sentent investies d'une mission de sauvetage vont ramasser tout un tas d'animaux, ne se séparent pas des animaux morts, donc au bout d'un moment ça va nécessairement poser problème dans l'habitation collective, ne serait-ce qu'en termes de salubrité, de nuisances sonores, des aboiements, olfactives, parce que ce sont des animaux qui ne sortent pas. Vous soulevez une thématique là, qui m'intéresse, parce que je m'imagine l'habitat collectif, ou voire même dans un pavillon, il y a un pavillon à droite, à gauche, etc. Le voisin a des chiens, il n'est pas là dans la journée, les chiens aboient toute la journée. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ce qu'on peut appeler une nuisance? Oui, c'est vrai. C'est une nuisance. Ce que vous pouvez faire, c'est aviser les services de la municipalité qui s'occupent de la salubrité. En général, dans les grandes villes, il y a ce genre de choses. Dans les communes rurales, c'est le cas également. Dans les communes rurales, c'est même un peu plus avancé parce que le maire peut faire abattre tout animal qui lui paraît dangereux. Donc un pitbull qui vagabonde sur les routes, eh bien le maire peut le faire abattre, sans autre forme de procès. Comme vous parlez de la côte rurale, de la ruralité, je pense aux coqs. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un procès là-dessus. Vous avez raison. Un coq. Bon, j'arrive, je suis parisien ou marseillais. Vous avez une maison de campagne. J'achète une maison de campagne et puis j'ai envie d'avoir des poules, des coqs, et j'achète un coq. Lequel coq à 5h du matin ou 6h du matin se met à chanter, ça gêne les voisins. Qu'est-ce qui se passe dans alors justement, il y a des magistrats vont apprécier ça en fonction des inconvénients normaux de voisinage. C'est-à-dire que si vous, Parisien, vous achetez une maison de campagne, vous allez vivre à la campagne, et vous prétendez déranger par le coq du voisin qui chante, vous ne pouvez pas vous en plaindre, parce que ce n'est pas un inconvénient anormal de voisinage, c'est un inconvénient normal de voisinage. Si vous êtes à la campagne, eh bien, il faut vous faire à l'idée qu'il y a des animaux, qu'il y a des poules, qu'il y a des vaches, qu'il y a des coqs qui chantent, qu'il y a des églises qui sonnent tous les quarts d'heure. Voilà. Donc vous ne pouvez pas transplanter une culture urbaine dans une zone rurale où il est normal d'avoir des animaux et des coqs. Il y a de la jurisprudence là-dessus. Ce que je voulais vous dire, lorsqu'on parle signalement, si votre voisin en revanche a une trentaine de chiens qui vivent dans des conditions... En appartement par exemple. En appartement, voire même dans son jardin, qui ne sortent jamais, qui sont attachés, qui n'ont même pas la possibilité de se préserver du soleil, qui n'ont pas d'eau à disposition, vous avez la possibilité de le signaler à la mairie, qui le signale à la SPA. On peut le signaler également au procureur de la République en déposant une plainte, par exemple au commissariat ou à la gendarmerie, et ensuite les services de la SPA viennent enlever ces animaux parce que c'est un cas de maltraitance. Quand vous constatez un cas de maltraitance sur un animal, vous avez le devoir citoyen de le signaler. Alors, vous dites vous avez le devoir. On ne peut pas s'adresser directement à la SPA, il faut passer par la mairie. En général, on passe par la mairie. En général. Oui, parce que c'est la mairie qui règle ça sur son territoire, et la mairie fait intervenir ensuite la SPA ou la société de protection locale. Ça a plus de force que de s'adresser directement à la SPA. Oui. D'accord. Oui, et puis la SPA va dire je ne peux pas venir m'introduire dans une propriété privée sans y être autorisé. Donc il faut une autorisation de la mairie. Donc,
pour nous résumer finalement, ça pourrait être intéressant de dresser une liste des animaux de compagnie, mais c'est en même temps très compliqué et discutable, donc il n'y a pas de liste. Théoriquement, si j'ai bien compris, tout individu, tout locataire, tout copropriétaire peut avoir chez lui les animaux qu'il désire, mais il y a une limite à ça, c'est la nuisance du voisinage. Et la nuisance sur le plan sonore, olfactif, etc. Exactement. Il y a cette nuisance, et puis il y a également une autre chose à prendre en compte, c'est la situation de bien-être de l'animal, parce qu'on pense aux locataires, à ses droits, il faut penser aussi aux voisins, mais il faut penser aux animaux eux-mêmes et à leur bien-être. Il y a des animaux qui ne sont pas faits pour vivre en appartement. Et quand vous voyez des personnes qui reviennent de vacances et qui vont revenir avec un fennec, par exemple, qu'on voit au pied d'une tour, tenu en laisse, alors que c'est un animal nocturne qui vit en couple, qui vit dans le désert saharien et qui n'a rien à faire dans une cité de banlieue. Il y a eu un moment la mode aussi des macaques, des singes qu'on rapportait d'Afrique du Nord et qui se révélaient ici isolés, qui devenaient malheureux, agressifs et qui n'ont rien à faire en ville. Ce sont des animaux qui sont en plus dotés d'un instinct grégaire, ils vivent en famille et ces familles vivent en colonie. Donc isoler un animal, ça a même un effet, un effet nocif sur la faune mondiale, parce qu'il y a des espèces qui ont disparu à cause de l'engouement des humains pour ce type d'animal. Par exemple, le hara, qui est un perroquet brésilien, a disparu à l'état sauvage parce que tout le monde a voulu avoir ça chez lui, dans sa volière, etc. Donc, la Convention de Washington est une convention qui interdit le commerce international d'animaux qui sont en voie de disparition. Et quand vous prélevez dans la nature une tortue terrestre, par exemple, sur votre lieu de vacances en Afrique ou autre, que vous la rapportez en France, eh bien cette tortue, elle ne rencontrera jamais un congénère, elle ne se reproduira jamais, et c'est comme ça qu'on amoindrit le patrimoine d'individus susceptibles de continuer l'espèce animale en question. Vous voyez, on fait plus de dégâts en croyant bien faire, en s'occupant bien d'un animal, et bien en fait on fait du tort à l'espèce et à la voilà. Donc contentons-nous des chiens, des chats, des canaris. Des chiens pas trop gros quand même. Voilà, pas trop gros, pas trop dangereux. Et ne pas oublier que ce sont des animaux qui ont une sensibilité. Bien sûr. Ce ne sont pas des objets. Non, ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des choses. Écoutez, merci. J'espère que les gens qui vous écoutent ont appris quelque chose avec ce qu'on vient de leur dire. Merci Madame Meslem. C'est moi qui vous remercie.